C'est l'heure de l'actualité du journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre en ce début d'après-midi sur Radio J. Vous pouvez nous suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce mercredi 22 juillet. Israël avance-t-il inexorablement vers un confinement général? C'est la crainte des médecins et de militaires alors que le nombre de nouveaux malades quotidiens approche désormais la barre des 2000. De nouvelles décisions importantes doivent être prises aujourd'hui à la Knesset. On en parle dans un instant. La Knesset qui a été le théâtre il y a un peu moins d'une heure d'un nouveau déchirement de la coalition. Les membres de Kahol Lavan ont voté en faveur de l'interdiction des thérapies de conversion pour les homosexuels. Les ministres religieux sont vent debout. Les détails dans cette édition. Et puis en France, des masques pour tous, oui, mais pas gratuitement. C'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron hier soir à la télévision. On fera le point sur la situation épidémique en France et dans le monde. Voilà pour les titres. Mon invité cet après-midi est économiste. Jacques Bendellac analysera avec nous les derniers chiffres du chômage en Israël. Radio J. Avec 1977 nouveaux malades et 5 morts en 24 heures, c'est un nouveau pic critique auquel fait face Israël dans sa lutte contre le coronavirus. Il y a quelques semaines encore, la barre des 2000 nouveaux cas quotidiens était considérée comme un seuil, imposant aux autorités un confinement général du pays. Pour l'instant, le sujet n'est pas encore sur la table, mais des médecins et un rapport militaire indiquent que cette décision pourrait devenir inéluctable d'ici 3 semaines. On évoque même une situation proche de celle connue par l'Italie en mars dernier avec des dilemmes effroyable sur la priorisation des patients infectés à traiter. Aujourd'hui, 259 patients sont hospitalisés dans une situation jugée sérieuse alors que le nombre de cas actifs dépasse les 31 000 personnes. Avec un taux d'infection supérieur à 7% des personnes testées, l'épidémie poursuit donc sa course folle en Israël. Le ministère de la Santé a néanmoins décidé de réduire, dans certains cas, la période d'isolement à 10 jours pour les malades au lieu de 14. Mais c'est la nomination annoncée d'un monsieur Corona, un projecteur en Israël qui fait la une des médias israélien aujourd'hui. Le professeur Gabi Barabash pourra-t-il apporter un peu d'ordre dans la stratégie israélienne? Élément de réponse dans la revue de presse préparée par Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Les deux principaux quotidiens, le Yediot et le Israël Hayom, se focalisent sur la nomination du professeur Gabi Barabash comme coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Les défis du professeur Barabash titrent ensemble ce matin les deux quotidiens. Certes, précise le Israël Hayom, la nomination n'est pas encore officialisée, mais tout porte à croire, à moins d'un ultime rebondissement, qu'elle le sera. Quels sont donc les défis qui s'offrent à Gabi Barabash? Pour le Israël Hayom, il y en a 6 importants. Le plus important, c'est justement de restaurer la confiance de l'opinion publique envers les autorités. Le second défi sera de protéger les personnes âgées qui sont les plus menacées dans cette crise. Troisième défi, ce sera de se montrer prudent dans la réouverture du marché. Quatrième point important, combattre le négationnisme du coronavirus ceux qui sont considérés comme une sorte de secte dangereuse selon donc le Israël Hayom. Et puis cinquième point, amélioration des infrastructures de dépistage. Et enfin, dernier point, amélioration de la coopération avec l'armée israélienne dans la lutte contre le virus. Le Yediot Aharonot, lui, avance 5 points que l'on doit préciser à propos de la nomination du professeur Barabash. Le premier point se rapporte aux prérogatives du coordinateur national et à sa place dans la chaîne des décisionnaires. C'est d'ailleurs ce qui retarde actuellement la nomination officielle du professeur Barabash. Second point, est-ce que l'on s'achemine vers un nouveau confinement général? Car il faut reconnaître que le professeur Barabash, dans ses commentaires sur la chaîne 12 au cours des 3 premiers mois de la crise, a toujours prôné une attitude très maximaliste de la part de la santé publique. Troisième point, qui sera au cœur de l'action du coordinateur, s'agit-il d'une crise sanitaire ou d'une crise organisationnelle, Quatrième point, l'un des défis majeurs du professeur Barabash sera de préparer l'hiver avec les menaces de contamination et le retour de la grippe. Et le Yediot Aharonot, enfin, avance comme 5e point, lui aussi, comme le Israël Hayom, l'amélioration des infrastructures de dépistage. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un rapport inquiétant des services de renseignement militaire israéliens qui a été remis au Conseil pour la sécurité nationale, qui est l'un des organes les plus importants dans la lutte contre le coronavirus. Un rapport que l'on peut résumer ainsi. Si rien n'est fait pour enrayer la tendance actuelle, nous nous retrouverons en Israël dans un mois avec des centaines de malades graves et de malades sous assistance respiratoire, et les départements de coronavirus dans les hôpitaux risquent d'être saturés. Ce n'est qu'alors, estiment les experts des renseignements israéliens, que les ministres du gouvernement comprendront la gravité de la situation.
La journée qui pourrait à nouveau accoucher dans ce dossier d'un nouvel affrontement entre le gouvernement et les parlementaires. La commission coronavirus de la Knesset pourrait en effet se démarquer une nouvelle fois du cabinet en approuvant la réouverture des salles de sport contre l'avis de l'exécutif, à l'instar de ce qui s'était passé hier concernant les restaurants. Les choses pourraient néanmoins rapidement évoluer. Le Parlement israélien pourrait en effet décider aujourd'hui de restreindre ses pouvoirs au profit du gouvernement. Concrètement, la Knesset n'aurait plus que 24 heures pour approuver ou annuler les mesures restrictives décidées par le gouvernement d'urgence. De facto, le pouvoir de nuisance de la commission Corona, dirigée par la très médiatique députée Yifat Shecha Biton, serait considérablement réduit à sa portion congrue. La Knesset où l'ambiance est brûlante cet après-midi et pas seulement à cause des températures. Une loi présentée par le chef du parti d'extrême gauche Meretz, Nitzan Horowitz, a été approuvée à une courte majorité grâce aux voix notamment de Kahol Lavan. La loi prévoit d'interdire ce qu'on appelle les conversions de thérapie pour les personnes homosexuelles. Elles sont parfois proposées dans les milieux conservateurs ou orthodoxes. Une abomination selon des députés de gauche. Un vote honteux, ont répondu en séance les députés Haredim qui ont annoncé dans la foulée qu'ils ne participeraient plus au vote en plénière au Parlement. Les députés de Chasse et de Yehudut Torah tensent le mouvement de Benny Gantz qui s'est désolidarisé du gouvernement, dont il fait pourtant partie pour approuver ce texte. Un texte qui a également été voté par un autre membre Likoud, cette fois du gouvernement, Amir Ohana, le ministre de la Sécurité intérieure, qui a publiquement fait part de son homosexualité. La question est désormais de savoir si la coalition pourrait être une nouvelle fois menacée dans son existence. Radio J, il est 14h08 et la suite du journal magazine avec Steve Nadjar. Avec l'actualité de la défense, Philippe, Israël a-t-il repris ses opérations en Iran ? C'est en tout cas l'une des explications des récents incidents sur plusieurs sites iraniens. Mais dans ce cas, Israël doit s'attendre à une riposte de Téhéran. Et dans la nouvelle réalité sanitaire, les risques sont difficiles à anticiper. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Les récentes explosions et autres incendies qui ont endommagé ces dernières semaines plusieurs sites iraniens ne sont pas tous dus à des problèmes d'entretien. Mais aller jusqu'à attribuer tous ces incidents à Israël serait peut-être exagéré. Le plus récent, qui remonte au 19 juillet, était l'incendie survenu dans une centrale électrique de la région d'Ispahan. Et le plus intriguant était l'explosion au début du mois d'une unité de production de centrifugeuses sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz. Selon la presse étrangère, les dégâts causés pourraient coûter à l'Iran 1 ou même 2 ans de retard dans son programme nucléaire militaire. S'il s'agit bien d'actions délibérées, elles ne sont en tout cas pas signées, toujours pour laisser au pays visé le choix de ne pas reconnaître la réalité de l'attaque et donc de ne pas avoir à riposter. Mais ce choix du silence ne peut pas toujours être durable, surtout quand cela atteint le pays en question dans son prestige, intérieur comme régional. Et c'est peut-être ce qui se passe maintenant pour l'Iran. Combien de couleuvres le régime de Téhéran pourra-t-il encore avaler sans voir sa crédibilité entamée auprès de ses alliés et de ses ennemis ? Sa situation économique se dégrade toujours un peu plus sous l'effet des sanctions américaines. Sa situation sanitaire est de plus en plus mauvaise alors que de l'aveu même du président Rouhani, 25 millions d'Iraniens auraient été touchés par le Covid et qu'il fallait s'attendre à ce que le virus atteigne encore 30 à 35 millions de ses concitoyens. Les deux facteurs conjugués sont d'ailleurs en train de réveiller la contestation populaire. Sans compter que l'Iran a de plus en plus de mal à maintenir son soutien logistique et financier aux diverses milices et mouvements terroristes qu'il contrôle au Moyen-Orient. Mais l'Iran a aussi essuyé un coup très dur au début de l'année avec l'élimination par les Américains de Soleimani, le chef de la force Al-Quds, le bras armé de l'Iran pour toutes ses opérations extérieures, jouissait d'un prestige considérable en Iran et était considéré comme l'acteur principal de la stratégie hégémonique du régime. Sans lui, le pouvoir de Téhéran continue sur sa lancée, mais semble avoir de plus en plus de mal à repenser une doctrine dans une région où la nouvelle réalité sanitaire change la donne. Dans ce contexte, Israël, qui intensifie déjà ses opérations en Syrie contre des objectifs iraniens, est peut-être donc aussi en train d'agir en Iran même, et à ce titre, il doit prendre en considération le risque d'une riposte iranienne
justement parce que la République islamique est en train de s'affaiblir. Israël a déjà enrayé plusieurs tentatives de cyberattaques contre des systèmes de commande de son réseau hydraulique, la dernière en date remontant à seulement quelques jours. Aucune n'a fait de réels dégâts. L'Iran a également à sa disposition des armes conventionnelles qu'il peut employer contre Israël, soit directement, soit par l'intermédiaire du Hezbollah depuis le Liban ou depuis la Syrie, soit en faisant agir le djihad islamique depuis Gaza. Il faut encore prendre en compte, on l'a dit, la situation sanitaire qui peut avoir des répercussions logistiques mais aussi politiques, ce qui rend le calcul de risque encore plus compliqué, et Téhéran n'est peut-être pas disposé à attendre en espérant que dans 5 mois, Donald Trump aura quitté la Maison-Blanche. Israël qui aurait également mené des frappes contre des cibles iraniennes en Syrie dans la nuit de lundi à mardi, nous vous en parlions hier. Une riposte du Hezbollah est-elle désormais possible? La réponse de l'ancien attaché militaire israélien Jacques Neria au micro de Gabriel Attal. S'ils pouvaient, ils auraient pu. Donc ils ont essayé déjà par le passé, par 2 fois. Une fois c'était par des drones qui ont été attaqués juste avant de leur envol vers Israël. Une autre fois par des missiles qui ont été vers Israël. Je dirais ce qui manque pour les Iraniens et le Hezbollah, leur allié, c'est tout simplement l'occasion qui ne se présente pas pour l'instant, qui est tout le temps déjouée par les services israéliens. Et d'ailleurs, ce qui a été attribué à Israël, l'attaque d'avant-hier soir, c'est tout simplement, selon certaines informations, que c'est une attaque préemptive sur un dessein irano-Hezbollah qui visait à attaquer Israël d'une manière ou d'une autre du côté du Golan ou du côté de Kiswit, là où le régiment de missiles syriens se trouve. 14h13, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal magazine en compagnie de notre invité, l'économiste Jacques Bendellac. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Avec l'invité de cette édition, bonjour Jacques Bendellac. Yves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste en Israël. Jacques Bendellac, quel est l'état du marché de l'emploi en Israël alors que de nombreux secteurs ont été frappés depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus ? Écoutez, l'emploi n'a jamais été aussi mal qu'il ne l'est aujourd'hui. De toute l'histoire de l'État d'Israël, on n'avait jamais connu un taux de chômage qui dépasserait les 20%, avec des activités qui sont totalement paralysées, beaucoup de chômeurs donc, aussi chez les indépendants. Et ça, c'est une situation unique en Israël, parce que c'est un pays jeune, petit, qui connaît souvent le plein emploi. Donc c'est un actif sur 5. Absolument, absolument. Et c'est une crise donc nouvelle, une crise qui se prolonge, parce que ça va faire quand même 5-6 mois que ça dure. Et ça, c'est une situation tout à fait inédite pour l'économie israélienne qui est dynamique et qui crée des emplois. Et donc tout ça, c'est bien sûr quelque chose. C'est la raison pour laquelle on a du mal à y trouver les remèdes, parce que on n'a pas l'habitude de ce type de situation. De quelle aide sociale bénéficient aujourd'hui ces chômeurs? Est-ce que de nouveaux dispositifs pourraient être bientôt annoncés par le gouvernement? Oui, alors les dispositifs, ils existent, ils sont reconduits régulièrement par le gouvernement, qui nous annonce tous les 3-4 jours un nouveau plan d'indemnisation. Les salariés sont couverts par l'assurance chômage qui vient d'être prolongée jusqu'à juin 2021, donc ça donne quand même une bonne année devant soi. Les indépendants reçoivent C'est également, l'équivalent, pardon Jacques Bendellac, c'est l'équivalent du dispositif français de chômage partiel? Oui, absolument, non, c'est le chômage plein. Le chômage partiel n'existe pas en Israël, et ça c'est un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas indemniser quelqu'un qui a vu son emploi réduit de moitié, par exemple. Donc on ne indemnise que ceux qui sont au chômage total ou licenciés complètement. Et les indépendants également, qui ne sont pas couverts par le chômage, comme un petit peu partout en Europe, mais qui sont indemnisés directement par le ministère des Finances. Alors tout ça, encore une fois, ce ne sont que des indemnisations. Indemniser, ça ne garantit pas que les chômeurs retrouvent un emploi d'ici 6 ou 12 mois. Et donc, c'est une situation très précaire, parce que on n'a pas encore ici, vous savez, ici on a des plans d'urgence. Tous les 3-4 jours, le gouvernement nous annonce un plan d'urgence pour prolonger l'urgence, mais on n'a pas encore de plan de relance, comme on en parle en Europe beaucoup. Ici aussi, il nous faudrait un plan de relance justement pour relancer l'emploi, parce que le principal défi de l'économie israélienne aujourd'hui, c'est le chômage et donc le retour à l'emploi. Et cela, on ne le voit pas venir, parce que les indemnisations, ça ne suffit pas pour soutenir l'emploi.
On a vu pas mal de jeunes manifester ces derniers jours en Israël, notamment hier soir contre Benyamin Netanyahou. Est-ce que l'entrée sur le marché du travail de ces jeunes risque d'être considérablement compliquée dans les mois et les années à venir ? Oui, alors absolument. Hein. Les principaux touchés de cette crise, ce sont notamment les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, ce sont les travailleurs pauvres, hein. Ce sont les catégories les plus précaires, les plus défavorisées, les emplois partiels. Et donc, bien sûr, cela va avoir des retombées sur, je pense, toute l'année à venir et l'année suivante. Et c'est cela ce qui crée la pression, notamment chez les jeunes dans la rue. Alors, il faut aussi ajouter qu'il y a bien sûr des raisons politiques à bien évidemment. Parce que voilà, on mélange un petit peu la crise économique, le procès en corruption de Netanyahou, donc tout ça est mélangé. Hein. Mais c'est une pression. Mais est-ce que ça peut jouer, cette crise économique peut jouer comme une sorte de stimulateur pour ces jeunes qui ne sont pas forcément toujours très mobilisés sur le plan politique pour rejoindre la rue et demander des comptes au gouvernement sur cette question économique ? Absolument. Vous savez, en Israël, on ne descend pas dans la rue facilement. Hein. Israël n'a pas comme en Europe une vocation, une tradition de manifester. Et lorsque l'on manifeste ici, c'est que vraiment ça ne va pas. Hein. Donc on se rappelle encore la grande révolte des tentes de 2011. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression qu'on retourne à ce type de révolte populaire, de révolte des jeunes, parce qu'ils sentent très bien que leur avenir est un petit peu bouché comme ça. Et cela pourrait effectivement se multiplier encore dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et bien entendu, faire pression sur le gouvernement, qui a bien compris, puisque à chaque manifestation importante, eh bien, ils annoncent de façon bruyante un nouveau plan d'urgence, une nouvelle monnaie hélicoptère qui va être répartie sur toute la population. Donc tout ça, c'est vraiment des réactions du gouvernement face à la pression de la rue qui devient importante. Merci beaucoup Jacques Bendelek d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Israël, mode d'emploi. Bon après-midi et à bientôt sur Radio J. Merci. En France, Emmanuel Macron était l'invité hier soir du 20h de TF1. Le président de la République s'est félicité de la signature lundi et demi d'un plan de relance massif européen, la plus importante décision selon lui depuis la création de l'euro. Emmanuel Macron qui est également revenu sur le port du masque obligatoire mais pas gratuit pour tous. On écoute le chef de l'État. C'est important que tous nos concitoyens y aient accès et que celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un masque qu'on appelle grand public soient aidés. Ensuite, l'État et le contribuable français n'a pas vocation à payer des masques gratuitement pour tout le monde tout le temps. Et donc je pense que ça doit rester une politique sociale. Par contre, notre rôle, c'est de sécuriser les stocks, la production, qu'il s'agisse des masques grand public, des masques pour nos soignants, mais également des respirateurs, des produits pharmaceutiques dont nous avons besoin et de notre capacité à produire un vaccin. C'est tout cela aussi dont nous avons parlé et c'est tout cela que nous travaillons, que nous changeons depuis des semaines et des mois. Emmanuel Macron hier soir sur TF1 et j'ajoute qu'on dénombre aujourd'hui 207 clusters actifs. Avant de nous quitter, un mot de la météo avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. Quelles sont les prévisions pour cet après-midi ? Alors aujourd'hui en Ile-de-France, de belles éclaircies avec 26 degrés cet après-midi à Paris. Au programme de ce mercredi, le soleil pourra parfois être caché par quelques nuages. Dans l'Est, magnifique journée en perspective avec 29 degrés du côté de Strasbourg. Quelques nuages dans la vallée du Rhône, il fait 31 degrés à Lyon. Un peu plus de fraîcheur sur la côte normande tout de même avec 24 degrés cet après-midi à Deauville. Ciel bleu et chaleur à Bordeaux avec 31 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, sortez la crème solaire et les serviettes avec 28 degrés à Cannes, 27 à Nice et 31 à Marseille. Et en Israël, chaleur et beau temps. Exactement Steve, il fera 32 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi, 34 degrés du côté de Beersheva, 29 degrés cet après-midi à Haïfa et le mercure atteindra son apogée à Eilat avec 43 degrés. Merci Alexandra, voilà c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la chronique Israël Startup Nation en compagnie de Daniel Rouache. Merci de votre fidélité à Radio J, portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour Daniel Rouache.
Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre chronique Israël Startup Nation. On va parler de sport aujourd'hui à vos côtés, pro ou amateur, le week-end ou tous les jours. Les sportifs utilisent de plus en plus la technologie des objets connectés pour mesurer leur performance. Et désormais, certains scientifiques israéliens dédient toutes leurs recherches au sport et à l'amélioration des performances des sportifs. Alors, Daniel, où en est le Sportech israélien ? En fait, c'est très simple. Un écosystème du Sportech s'est développé en Israël. Il y a à peu près 4 ans, il existait 41 startups israéliennes qui sont rentrées dans le domaine du Sportech. C'est le nom de ce nouveau domaine. Ces 41 startups recevaient environ 380 millions de dollars d'investissement. Et ensuite, on a eu une évolution radicale puisque on a une plateforme de financement qui s'appelle Our Crowd, qui a également décidé d'investir dans ce domaine 50 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plus d'une centaine de startups israéliennes qui sont implantées dans ce secteur du Sportech. Alors, il y a énormément d'activités qui sont menées autour de ce domaine. Dans le domaine sportif, on sait que un très fort intérêt est en train de se développer autour d'accélérateurs de start-up. On a un nouvel accélérateur, c'est un lieu où des inventeurs, développeurs d'idées autour du high-tech et du sport se rassemblent. C'est Olympia Zone qui a été développé autour du football. Donc, il faut savoir que des initiatives comme Olympia Zone, c'est tout à fait intéressant puisqu'il s'agit d'un laboratoire sportif pour tester et exposer les nouvelles technologies. Et Israël étant assez bien organisé dans ce domaine, on a l'Export Institute, c'est là où je me trouve au moment où je vous parle, c'est au centre de Tel Aviv. Nous avons un desk qui s'appelle Sportech qui permet de commercialiser les technologies et les savoir-faire israéliens dans le monde entier, dans le domaine des ballons, des chaussures, des t-shirts, des raquettes, des lunettes de natation. En fait, tout devient high-tech. En tous les cas, des ingrédients de high-tech, du high-tech sont impliqués. On sait aussi que les capteurs de tracé de la performance sont partout à présent sur les rames des avirons, entre les omoplates des judokas, la cheville des patineurs. Bref, le monde sportif a évolué de manière radicale ces dernières années et Israël est en train de suivre le mouvement. Et c'est un centre, me disiez-vous, Daniel, qui a été inauguré il y a 3 ans par l'ancien sélectionneur de l'équipe de football d'Israël et également ancien entraîneur de l'équipe de Chelsea en Angleterre, Avram Grant. Daniel, quelles sont les startups israéliennes qui réussissent le mieux dans ce domaine ? Alors, on a toute une flopée de startups israéliennes qui sont actives. Le magazine usinedigital.fr, en tous les cas, vous pouvez le trouver sur le net, a réalisé un article qui est absolument superbe sur la high-tech israélienne en rencontrant les différents acteurs. Parmi les acteurs, on a Replay Technologies, qui a été acquise récemment par le groupe Intel pour 170 millions de dollars. Donc, Replay Technologies a développé un système avancé qui permet de visualiser les événements sportifs à 360 degrés. Avec 28 caméras placées autour du terrain de basket ou de baseball, le spectateur peut revoir les actions de jeu sous plusieurs angles, dont la caméra subjective, déjà utilisée par la Ligue de football, de baseball US. Cette technologie a débarqué en Europe dans la Ligue espagnole de football. C'est bien la fameuse une technologie israélienne tout à fait en activité. Et donc, c'est la vidéo et la retransmission d'images. Les Israéliens sont tout à fait actifs dans ce domaine. C'est également le cas pour une société PlaySide dans laquelle on investit d'anciens ou d'actuels des champions de tennis, Daniel. Oui, alors c'est une société qui est très connue, qui se développe dans le domaine du tennis. Un système de caméras adapté au départ pour les terrains de tennis est aujourd'hui utilisé dans 20 sports différents. Donc PlaySide s'est développé. L'idée est de retransmettre en direct les entraînements ou les matchs et d'analyser la performance des joueurs grâce à de multiples indices et statistiques. Vous avez l'habitude de le voir si vous suivez les grands matchs sportifs, en tous les cas dans le domaine du tennis.
On a également un autre domaine qui est une autre société qui est active, qui s'appelle PlaySax Max Technology, qui également est très très bien impliquée aux États-Unis dans le domaine des caméras. Donc c'est les caméras vidéo 3D qui filment et analysent les mouvements des athlètes, des rapports détaillés, évaluent les risques de blessures et permettent aux professionnels de concevoir des programmes correctifs. Si vous en voulez plus de noms de start-up, je peux vous les donner. Alors on vous écoute, je crois qu'il y a une société qui s'appelle notamment L-Mind-A. De quoi s'agit-il ? Oui, alors L-Mind-A mesure l'activité neuronale et les risques provoqués notamment par les commotions cérébrales très répandues dans le domaine du rugby, voilà, le hockey ou encore le football américain. Le milieu amateur est aussi concerné par ce high-tech. Oui, ça n'est pas seulement réservé, Daniel, aux professionnels, donc si je vous comprends bien. C'est ça, tout à fait. Le milieu amateur est également actif. Une société israélienne qui s'appelle LifeBeam, c'est un entraîneur personnel pour $250. L'entreprise a mis au point un logiciel d'intelligence artificielle inséré dans une montre ou un portable et qui communique grâce à des écouteurs en utilisant des biocapteurs, des dispositifs de suivi et une application smartphone. Donc, LifeBeam enregistre la vitesse, la distance, la fréquence cardiaque et la fréquence des pas pour chacune de vos courses. Voilà, les Israéliens qui sont pour très nombreux confinés, n'hésitent pas une minute pour inventer des nouvelles technologies et des nouveaux savoir-faire. Et un dernier mot peut-être sur les supporters qui sont en ce moment privés de stade dans la plupart des pays européens. Ils sont aussi concernés par ces startups. Oui, alors une startup qui s'appelle Minute Media, elle a été lancée il y a quelques années déjà. Cette startup développe des produits qui permettent aux fans de créer, publier, partager et distribuer des contenus sportifs, des photos, des vidéos dans le monde entier. Cette plateforme de football appelée 90 minutes connaît la croissance médiatique la plus rapide du monde avec plus de 70 millions de visiteurs uniques. Voilà encore un succès israélien, Minute Media, et il y en a bien d'autres qui sont en train de se développer autour de grands événements sportifs mondiaux. Une application qu'on retrouvera, je l'espère, très bientôt dans les stades. Merci beaucoup Daniel Rouache et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.